Nous avons vu successivement donc les grandes lignes du commerce du parfum de l'Antiquité, puis leurs usages multiples et très étendus. Et ensuite, les procédés de fabrication et les ateliers archéologiquement attestés. Au cours des séminaires, j'ai invité quelques spécialistes, dont Nicolas Garnier, qui nous a expliqué les progrès récents des analyses chimiques et ce qu'on pouvait aujourd'hui en attendre, en soulignant les limites et les difficultés d'interprétation. Nous avons eu également Dominique Frère, qui a fait le point de nos connaissances sur l'époque archaïque, en particulier sur l'Italie. Puis Nicolas Trente, qui a exposé l'apport de l'épigraphie à la connaissance des parfumeurs au cours des premiers siècles de l'Empire, essentiellement les 3 premiers siècles. Nous avons eu également Albert Ribera et Macarena Bustamante, qui ont exposé les résultats de nos fouilles de parfumerie à Pompéi, et donc aujourd'hui Xavier Fernandez, qui nous a montré comment on peut tenter de restituer les fragrances antiques en suivant les procédés et les recettes transmises principalement par l'ouvrage sur les plantes médicinales de Dioscoride, et que nous allons essayer maintenant de compléter par des recettes un peu plus récentes, notamment celles contenues dans les 16 livres de médecine d'Aesius d'Amida, qui est daté de la fin du 5e et de la première moitié du 6e siècle après Jésus-Christ. Je ne vais pas résumer tous les acquis, mais souligner donc les grandes lignes, les lacunes et les pistes de recherche. Commençons par les usages. J'ai évoqué tous les usages attestés par les sources en insistant, lorsque cela a été possible, sur ceux que l'archéologie révèle ou confirme. Toutefois, il faut bien se rendre à l'évidence, ce sont surtout les usages religieux et funéraires que les fouilles permettent de cerner le mieux. Les usages en rapport avec la séduction et la médecine, pour fondamentaux qu'ils aient été, ne peuvent être documentés par l'archéologie et sont donc minorés par la documentation disponible, qu'elle soit littéraire, épigraphique ou archéologique. Il faut donc tenir compte de ce biais dans toutes nos interprétations et avoir toujours à l'esprit que cette part nous échappe en grande partie parce que la nature de nos sources, même complétée par l'archéologie, ne permet pas de rééquilibrer. En ce qui concerne le commerce, grâce au progrès de l'archéologie, les grands mouvements du commerce des parfums sont désormais bien attestés à partir de l'époque archaïque. On voit d'abord une floraison de centres producteurs durant la période orientalisante, Chypre, Rhodes, Égypte, le Levant, l'Asie mineure, suivi d'une large domination de Corinthe durant les 7e et 6e siècles avant Jésus-Christ, puis d'Athènes au 5e et 4e siècle. Ces trafics ne doivent pas masquer les productions locales qui débutent dès le milieu du 7e siècle en Étrurie et dans l'Italie centro-méridionale, puis qui se généralisent à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ. Désormais, à côté des parfums de luxe importés, la plupart des parfums et des flacons de terre cuite qui nous permettent de les identifier sont produits localement dans chaque cité d'une certaine importance, tant dans le bassin oriental de la Méditerranée que dans la péninsule italique. Mais qu'en est-il par exemple de l'Ibérie, pour laquelle nous n'avons pratiquement aucune donnée et sur laquelle évidemment il faudra travailler. Cette tendance à la production locale des parfums se confirme par la suite et il devient même impossible de suivre les éventuels trafics à partir du moment où, dans la première moitié du 1er siècle avant notre ère et surtout à partir de l'époque tibéro-claudienne, l'utilisation des flacons de verre soufflé se généralise. C'est donc principalement à partir des vestiges d'installations de production que l'on pourra tenter de cerner les productions de l'époque impériale, car effectivement, comme elles sont locales, on a peu de diffusion visible de ces produits. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ces installations de parfumeurs? Nous avons vu que pour l'âge du bronze, il existe quelques pistes, principalement parce que les ateliers sont situés dans les palais et parce qu'on a surtout fouillé les palais. J'ai donc été amené à critiquer, voire à anéantir, un certain nombre d'identifications, comme celle de Zacros, de Mycène, de Pylos. Il reste toutefois des possibilités de véritables ateliers de parfumeurs. Je pense que celui de l'atelier de Pyrgos à Chypre
dont, malgré les doutes qui sont soulevés par les méthodes d'analyse et que j'ai largement développées dans un cours précédent, on peut malgré tout penser qu'il a bien produit des huiles parfumées. Et je crois qu'il faudrait reprendre un certain nombre de travaux sur cet atelier avec des méthodes d'analyse plus modernes qui utilisent notamment, comme l'ont montré successivement Nicolas Garnier et Xavier Fernandez, les méthodes par chromatographie en phase gazeuse et par spectrométrie de masse. Pour la période gréco-romaine, le modèle de l'économie palatiale ne fonctionne plus et il est évident, à la lecture des plus anciennes sources disponibles, que les parfumeurs sont des artisans plus ou moins indépendants dans la gestion de leurs affaires, même si certains d'entre eux sont des esclaves ou des métèques. Je rappelle le cas de Stratis, ce parfumeur que prend à partie Anacréon à la fin du VIe siècle, au début du Ve siècle avant Jésus-Christ. Il le prend à partie parce qu'il se laissera pousser la chevelure, ce qui signifie qu'il est devenu assez riche pour prétendre singer les aristocrates en se laissant pousser les cheveux. C'est aussi vers ce type d'artisan que renvoie la totalité des quelques 50 inscriptions latines mentionnant des unguentari, des turari, des seplasiari, entre la fin de la République et le IIe siècle de notre ère. Nicolas Tran nous a expliqué que ces artisans, socialement inférieurs aux élites foncières, faisaient partie de la plèbe moyenne, elle-même hiérarchiquement structurée. Les inscriptions de parfumeurs témoignent de deux stratégies des élites, soit préposer un esclave à exercer le métier en assumant tous les bénéfices mais aussi tous les risques, soit prêter de l'argent à un affranchi pour qu'il exerce cette activité, reversant au patron des intérêts sur la somme prêtée, des loyers et en lui léguant la moitié de sa fortune à sa mort. Malgré cette pression économique, certains parfumeurs se sont suffisamment enrichis pour investir dans des monuments funéraires notables, comme par exemple cet Attalus de Lyon qui était parfumeur mais aussi naute, c'est-à-dire armateur et commerçant par le fleuve, naute et sévire augustal, et qui était donc qui avait atteint une fortune notable. Il est plus délicat d'identifier avec certitude les patrons, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus des parfumeurs, même dans le cas d'une grande famille comme celle des Faenii, dont dépendait tout un réseau de parfumeurs, et on avait longtemps pensé que ces parfumeurs dépendaient de Lucius Faenius Rufus, préfet de la Nonne en 55, mais Nicolas Tran nous a incité à la prudence en nous disant que ça aurait pu aussi bien, ces parfumeurs auraient pu aussi bien dépendre d'un parent plus ou moins éloigné, mais faisant partie de la même famille. Il a souligné aussi combien la documentation épigraphique était dépendante des modes et des motivations des commanditaires. La présence massive d'esclaves et surtout d'affranchis qui s'affichent en tant que parfumeurs tient tout autant au monde du travail à l'époque tardo-républicaine et impériale qu'à la nécessité pour ces derniers de mettre en avant leurs qualifications professionnelles et éventuellement la fortune acquise par leur travail dans une société qui tenait leur statut juridique pour très inférieur à celui de l'homme libre. C'est donc en cherchant les boutiques de parfumeurs indépendantes qu'on pourrait tenter d'équilibrer nos connaissances. Grâce aux sources disponibles sur l'Athènes de l'époque classique et sur Rome et Capoue de l'époque républicaine et impériale, grâce aux fouilles de Delos, de Pompéi et de Paestum, nous savons désormais où les chercher. Il faut les chercher sur l'Agora ou sur le Forum ou à proximité immédiate. Un grand nombre de ces places centrales des cités antiques ont été dégagées, mais souvent anciennement. Toutefois, une reprise minutieuse de la documentation disponible, assortie de sondages profonds, permettait probablement d'identifier des séries. Nous avons vu en effet, grâce aux fouilles de Paestum et à celles de Pompéi, présentées la semaine dernière par Albert Ribera et Macarena Bustamante, que ces artisanats se sont perpétués sur les mêmes lieux durant des siècles. Il y a donc toute chance pour qu'il en soit de même ailleurs et que les quartiers de parfumeurs connus à la fin de l'Antiquité par les sources écrites
et par l'épigraphie, remontent à la République. Rappelons par exemple la zone de la rue des Verriers et des marchands d'encens de Pouzol, ou le Vicus Unguentarius, situé entre le forum romain et le forum Boarium de Rome. La recherche de ces ateliers aux abords des places centrales des villes demandera donc beaucoup de temps, car ce sont des lieux dégagés sans soin par les archéologues du passé. Mais elle doit être fructueuse. Je cite seulement un exemple que j'ai pu repérer pour la Grèce. Sur l'acropole de Pella, on a mis au jour en 1994 une boutique du début du 1er siècle avant Jésus-Christ qui a livré une couche de flacons de terre cuite. Il s'agit donc d'un bon indice de l'existence dans ce secteur de l'Agora du marché au parfum. Indice que pourrait conforter une étude minutieuse des boutiques environnantes et des sondages en profondeur pour voir s'il y a, comme à Pompéi, une longue tradition de fabrication de parfums à cet endroit-là. Si la recherche d'ateliers dans les boutiques situées sur l'Agora ou sur le Forum est le principal axe qu'il faudra suivre, il ne faut pas négliger d'autres types d'ateliers de parfumeurs. Ce sont les ateliers de médecins, les ateliers militaires, les ateliers de sanctuaires et les ateliers impériaux. Nous avons vu que les parfums étaient couramment employés en médecine et que si de nombreux médecins, selon Pline, recouraient à des parfums fabriqués par des parfumeurs, la séplasia, certains, plus consciencieux, les préparaient eux-mêmes. Rappelons le cas de cette probable tombe de médecin du IIe siècle après Jésus-Christ, trouvée en 1847 à Saint-Médard-des-Prés en Vendée, qui contenait 80 flacons et tout un attirail pour préparer les remèdes. Certains de ces médecins étaient itinérants, mais d'autres étaient établis dans des agglomérations ou dans des fermes, soit de façon indépendante, soit en tant qu'esclaves. Ce pourrait être le cas, par exemple, de Ménécrate, dont l'inscription bilingue a été trouvée en 1837 au lieu dit Massavertere, dans la guerre de Volcei, aujourd'hui Buccino, dans le sud de l'Italie. Selon l'article publié par Alessandro Cristofori, Menecrate editrale un medico greco della Lucania romana, paru dans l'Arte di Asclepio, Medici e Malattie in età antica, en 2008, Ménécrate de Tralles serait un médecin du début du 1er siècle avant Jésus-Christ qui, devenu esclave de la gens Maneia, aurait exercé ses fonctions dans une propriété agricole de la famille et peut-être pour d'autres propriétaires voisins. On doit donc penser, lorsqu'on fout une grande villa de type aristocratique, qu'il peut y avoir quelque part un atelier, peut-être difficile à distinguer d'une cuisine, mais un atelier qui aurait pu servir donc pour le médecin de la famille, souvent un esclave, à produire des substances parfumées et des médicaments. Les camps militaires offrent aussi une possibilité de recherche. Nous avons vu à plusieurs reprises qu'il y avait des militaires exerçant la fonction de séplasiarius, notamment à Mayence, Carlisle, Vindolanda, ces deux derniers sites étant en Grande-Bretagne. Étaient-ils seulement chargés de l'approvisionnement en parfums ou préparaient-ils eux-mêmes pour l'hôpital, pour les cérémonies religieuses, pour les soldats qui allaient au terme, préparaient-ils les parfums? La question n'a pas été posée en ce sens lors des fouilles des forts de l'armée romaine, mais il convient de l'avoir à l'esprit lors de nouvelles fouilles pour déceler éventuellement ce type d'installation, peut-être à proximité des infirmeries militaires. On pourrait trouver aussi des vestiges d'ateliers de parfumeurs dans les sanctuaires. Il faut se demander si certaines pièces, dans les sanctuaires dédiés à un dieu guérisseur, ne pourraient pas être des ateliers de fabrication d'onguents médicinaux. Je pense à des sanctuaires comme celui d'Apollon Granus, par exemple, à Grand, dans les Vosges, où la stèle Espérandieu numéro 4892, conservée au musée d'Épinal, montre une officine de préparation de substances médicinales. On y voit un chaudron posé sur un foyer, que vous voyez ici sur cette diapositive, dans lequel
est placé un long agitateur à manche en forme de caducée, qui est donc l'évocation de la production de ces substances médicinales, et la scène est mise sous le patronage d'une déesse faisant une libation, ici, et tenant des tablettes dans l'autre main, probable indication des connaissances livresques nécessaires à ces préparations. Un autre contexte très particulier, car lié à l'emploi des parfums dans la religion juive, est fourni par le probable atelier de parfumeur qui a été trouvé à Jérusalem. Entre 1969 et 1982, les fouilles effectuées dans la vieille ville de Jérusalem par le Department of Antiquity et l'Israel Exploration Society, sous la direction de Nahum Avigad, ont mis au jour une partie de la fortification et des maisons de toutes les époques, situées donc dans la partie haute de la ville. Les fouilles de la zone B viennent d'être publiées par une équipe qui, sous le titre Jewish Quarter Excavation in the Old City of Jerusalem, publiée à Jérusalem donc en 2010, et donc décrit la fouille de cette maison que l'on voit sur la diapositive, une maison qui a été brûlée, incendiée, lors de la prise de la ville par Titus en 70 après Jésus-Christ. Et on y a trouvé beaucoup d'objets pris dans les ruines et même les restes du cadavre, enfin du squelette d'un corps de femme qui était, évidemment avait été tué certainement au cours de l'assaut. La fouille a livré plusieurs fourneaux, des mortiers en pierre, des poids de balance, des mesures, des ingrédients et des flacons en terre cuite et en verre. Vous en voyez ici un exemple, hein, et on voit notamment toute une série de flacons à parfum dans la partie haute. Ces divers instruments indiquent la possibilité d'un atelier qui aurait produit des parfums pour le temple et qui aurait en fait appartenu à une famille de prêtres, que la famille Bar Katros. Une autre catégorie d'ateliers est à évoquer pour finir, les ateliers appartenant au roi et à l'empereur. Un bon exemple est fourni par le dossier du baume de Judée. Pline, au livre 12, paragraphe 54, nous rappelle que, je cite, « À toutes les odeurs, on préfère le baume, accordé à la seule terre de Judée. Jadis, il ne croissait que dans 2 jardins, tous 2 royaux, l'un de 20 jugères et l'autre un peu moins étendu. 20 jugères, ça fait à peu près 5 hectares. Maintenant, cet arbre est esclave et il paye tribut à sa nation. On incise l'arbre avec du verre, une pierre ou des couteaux d'os. La plaie laisse couler un suc nommé opobalsamum, d'une suavité exquise, mais seulement goutte à goutte. On le reçoit sur des laines et on l'exprime dans de petites cornes. De là, on le met dans un vase de terre neuf. Il ressemble à une huile épaisse et frais, il est blanc. Puis il rougit, durcit et perd de sa transparence. Pendant qu'Alexandre le Grand faisait la guerre de Judée, le produit entier du grand jardin n'était que de 6 conches, c'est-à-dire à peu près 19 litres, et celle du petit d'un seul conche, c'est-à-dire à peu près 3 litres. Aujourd'hui, le fisc le cultive pour son compte, et jamais cet arbuste n'a été plus multiplié et plus grand. Les sarments se vendent aussi, les mondages et les rejetons se sont vendus, et c'est ce qu'on appelle le xylobalsamum. Il sert à la fabrication des parfums, et les officines l'ont substitué au suc. Donc, là, je finis la citation de Pline, qui est importante parce qu'on va voir les surinterprétations qu'on peut en tirer à partir de là. Le texte nous apprend donc comment les jardins royaux, où l'on cultivait le baumier, sont passés dans le domaine impérial après la mainmise romaine sur la Judée. Flavius Joseph, dans les Antiquités judaïques, a écrit que le baumier était cultivé dans la région de Jéricho en 400, en livre 4, paragraphe 100, pardon, mais aussi
à En-Gedi, où poussent, dit-il, les meilleures dattes et l'Opo-Balsamum. En-Gedi étant situé le long de la mer Morte dans cette partie-là. Cette localisation est confortée par de nombreux autres auteurs, tels que Galien dans De Antidotis, livre 1, paragraphe 4, et également par le Talmud Berakot, paragraphe 43a, qui signale l'exploitation du baume à En-Gedi. Elle est aussi confirmée par Solin, par Eusèbe et par Saint Jérôme. Et on a donc cette certitude qu'on cultivait le baumier le long de la mer Morte. Mais les archéologues israéliens ont proposé d'identifier dans ce secteur qui s'appelle En-Bokek, qui est proprement au sud de la mer Morte, une zone de culture de baumier. Est-ce que cette identification est justifiée ou non? C'est ce que je vais examiner pour finir. Les fouilles conduites par Mordechai Gichon y ont révélé des traces agraires qui datent de l'époque romaine et qui ont été attribuées à la culture du baumier et du palmier dattier. Vous voyez ici, sur cette diapositive, le bord de la mer Morte, un site fortifié qui est appelé ici Castellum, le site sur lequel nous allons revenir, qui s'appelle dans leur texte Ophikina, et puis ces traces de culture dont on voit ici les murettes de séparation. La publication a été donnée en 2000 dans un ouvrage publié par Moshe Fischer, Mordechai Gichon et Oren Tal, et qui s'appelle En-Bokek, Excavation in an Oasis of the Dead Sea, deuxième volume, The Ophikina, An Early Roman Building on the Dead Sea Shore, publié à Mainz par Philippe von Sabern. Le bâtiment qui a été fouillé est construit au début du 1er siècle de notre ère et il a été occupé jusqu'au 3e quart du 1er siècle après Jésus-Christ. 3 étoiles ont été identifiées. Il y a d'abord une phase première qui remonterait à la période d'Hérode, à la 2e moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui serait caractérisée par la construction de cette tour qu'on voit sur cette diapositive. Ensuite, il y aurait une phase proprement romaine qui commencerait dans les années 20 après Jésus-Christ et qui se poursuivrait jusque vers le milieu du 1er siècle, qui correspond à la construction de tout l'ensemble qu'ils appellent l'Ophikina, qu'on voit ici, avec une cour centrale et des pièces tout autour. Puis, il y aurait une phase d'abandon et une réoccupation très partielle dans les années 132-138, au moment de la révolte de Bar Korba. Le plan montre donc une ferme à cour centrale, incluant cette tour plus ancienne. Le sol de la cour et des pièces étaient recouverts d'épaisses couches de cendres qui témoignent certainement d'une intense activité que les auteurs relient à la préparation des onguents et des parfums. Et ils proposent donc d'identifier un certain nombre d'installations dans la cour comme étant des foyers, notamment des foyers d'enfleurage, des pressoirs éventuellement, et ils ont identifié ici un moulin. Mais, selon moi, les installations de production alléguées, qui se résument donc à des fours attribués à la cuisson des parfums, mais qui pourraient être aussi bien des fours domestiques, à des bases circulaires interprétées comme des socs de moulins à grains et à des bases de pressoirs qui pourraient être des vestiges de compartiments destinés à conserver les grains, et également à des mortiers aussi polyvalents que peu caractéristiques. Pour étayer leur interprétation, les auteurs s'appuient sur des analyses effectuées par le professeur Donadini en Italie. Je ne veux pas discuter ici à nouveau de la validité des méthodes employées par Donadini, qui est principalement la méthode des colorants, sauf pour signaler qu'elle est aujourd'hui totalement dépassée, car ne donnant pas d'identification sûre à la différence de la chromatographie en phase gazeuse. Mais
même ces méthodes n'ont pas pu prouver la préparation d'huile parfumée. C'est-à-dire qu'on n'a même pas trouvé d'acide gras. Et encore moins d'un traitement quelconque du baume. Mais on a seulement trouvé du bitume et des gras animaux. Sans entrer dans une critique détaillée de chaque interprétation, qui nous prendrait trop longtemps, je pense qu'on doit prendre en compte l'hypothèse que le bâtiment d'Enbokek ait été un banal établissement agricole, peut-être tourné vers la production de dattes, voire de miel de dattes, c'est-à-dire une extraction d'un produit à partir des dattes. L'utilisation des dattes dans le processus serait documentée par des centaines de noyaux qui ont été trouvés dans la pièce 4, ici, liés à ce qu'ils interprètent comme une presse et qui pourrait être effectivement un lieu où on aurait pu écraser des dattes pour en récupérer du jus. Et il semble en fait que ces dattes soit ont été produites pour être exportées, ce qui est possible, mais elles ont pu être aussi simplement la base de la nourriture des habitants de cette zone. Et en trouver même de grandes quantités ne signifie pas pour autant une production artisanale déterminée. Donc là aussi, il faut peut-être garder la possibilité que c'était une simple ferme et pas forcément une zone de production, y compris de miel de date. Il semble en fait que ce soit surtout la situation du bâtiment, inclus, comme vous l'avez vu, dans un parcellaire qui est interprété dès le départ comme étant, c'est presque une donnée de base, comme étant destiné à la culture de baumier, mais ce n'est pas prouvé par rien. C'est donc cette situation qui aurait entraîné l'interprétation du bâtiment comme une officine de préparation des parfums. En tout cas, toutes les batteries d'analyses qui ont été effectuées, et notamment les analyses des échantillons de bois, n'ont pas prouvé l'existence du baumier parmi les végétaux retrouvés. Sur les 154 échantillons identifiés par Nelly Lipschitz, on trouve seulement du palmier dattier, de l'acacia, du peuplier de l'Euphrate et du cyprès. De plus, rien dans le mobilier archéologique sort de l'ordinaire. Ce qu'ils ont trouvé, ce sont des marmites, des bols et des cruches, dont on nous dit qu'elles auraient servi à contenir le baume, mais aucune analyse ne le prouve, et ils peuvent être éventuellement de simples huiliers. En tout cas, j'ai été frappé de voir que dans le matériel archéologique, il n'y a aucun flacon à parfum caractérisé. En bref, si la situation géographique est évocatrice, si les vestiges sont probablement d'une nature un peu exceptionnelle, on n'a pas la preuve que cet ensemble ait été une officine de préparation du baume. La publication prétend que le xylobalsamum était séché sur le toit de la pièce 6, que vous voyez ici, qui est d'ailleurs plus probablement une cour qu'une pièce couverte. Puis ensuite, qu'il aurait été moulé dans la meule à grains et qu'on aurait traité la résine dans le four numéro 5 avec un système de distillation analogue à celui décrit par Yaqub bin Ishtaq al-Kindi dans le Kitab Kimia al-Itr Wat Tasridat, ce qui veut dire le livre de chimie des parfums et de la distillation, qui est un ouvrage écrit au milieu du IXe siècle à Bagdad. On voit donc déjà le télescopage des sources pour interpréter des vestiges qui sont pratiquement de 1000 ans antérieurs. Mais non seulement aucun indice de cette préparation n'est présenté, mais encore, comme je viens de le citer tout à l'heure, Pline nous indique qu'il suffisait d'inciser l'arbre pour récolter la précieuse résine et que les branchettes étaient vendues telles quelles pour la parfumerie et qu'ils n'étaient donc pas broyés sur les lieux de récolte. Je crains donc, en quelque sorte, que l'interprétation qui est développée dans un livre entier de cette installation n'ait été prédéterminée par le lieu de la fouille et par le prestige attaché à la substance qui est aujourd'hui disparue. Et je propose donc de ne pas retenir cette installation comme un atelier royal puis impérial de production du baume. Un tel atelier a pu exister toutefois, car quelques flacons de verre
de la forme, notamment Isings 82, portent des marques au nom de patrimonie qui pourraient être en rapport avec la récolte du baume et sa vente lucrative. Mais aucun de ces flacons, bien entendu, n'a été trouvé dans le site d'Enbokek. En résumé, les ateliers sont attendus aux abords des palais à l'âge du bronze, sur l'agora à l'époque archaïque et classique, sur le forum et ses abords à l'époque républicaine et impériale. Il pourrait y en avoir aussi dans les temples, notamment ceux des dieux guérisseurs, dans les camps militaires, dans quelques demeures aristocratiques et peut-être dans des domaines impériaux. Mais aucune de ces trois catégories n'en a pour l'instant livré d'exemple assuré. L'archéologie des parfums a donc de belles perspectives devant elle, à condition de s'appuyer sur des fouilles minutieuses, éclairées par des interrogations pertinentes et par des analyses chimiques, poléniques, anthracologiques systématiques. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne pourra parvenir à une identification que si on a l'ensemble de ces éléments. C'est-à-dire, par exemple, dans une boutique, un pressoir, des analyses chimiques qui donnent des acides gras, des pollens de fleurs, par exemple, et l'anthracologie qui pourrait donner quelques éléments sur les végétaux utilisés. Et il y a donc de belles perspectives de fécondation interne entre ces diverses disciplines. Et comme nous l'avons vu aujourd'hui, il y a aussi de belles perspectives de fécondation des parfums de demain si la mode remet au goût du jour les fragrances du passé. Comme Xavier Fernandez vient donc de nous le présenter. C'est donc dans cet espoir que je vous convie maintenant à regarder le film qui a été réalisé par Luc Ronat et produit par CNRS Images et qui raconte l'aventure des parfums antiques depuis les fouilles de Pompéi jusqu'au laboratoire des arômes et des parfums de l'Institut de chimie qui associe le CNRS et l'Université de Nice. Et c'est ce qui nous servira en quelque sorte de conclusion et, disons, d'ouverture pour des travaux futurs que je compte mener avec mes collègues chimistes et archéologues dans les années qui viennent.